Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 16 septembre. Nouvelle action terroriste en Russie, 17 morts et 29 blessés graves à Volgodonsk, c'est dans le sud-ouest du pays. C'est le 5e attentat depuis le 31 août attribué par les autorités aux rebelles islamistes du Caucase. L'arrivée de l'ouragan Floyd sur la côte est des États-Unis provoque un gigantesque déplacement de population. 2 600 000 personnes se sont réfugiées à l'intérieur du territoire. Inquiétude des salariés de l'entreprise Daewoo en Lorraine. Malgré les démentis de fermeture après 8 ans d'activité, la région craint une nouvelle période de crise. Jacques Chirac, défenseur de l'agriculture française et européenne, il dénonce la volonté américaine de régner sans partage sur les marchés alimentaires mondiaux. Cinéma, Les Enfants du siècle de Diane Curis, l'histoire de la passion amoureuse entre Alfred de Musset et George Sand. George Sand, incarné par Juliette Binoche, qui est notre invitée. 292 morts, 292 personnes victimes depuis le 31 août dernier en Russie d'attentats terroristes. Malgré la mise en place d'un dispositif policier exceptionnel, rien n'y fait. Pas plus à Moscou qu'à Volgodonsk, une ville de 200 000 habitants au sud-ouest du pays. Les autorités ne parviennent à enrayer cette succession d'explosions tragiques. Ce matin, la bombe placée dans un camion devant un immeuble a fait 17 morts et 29 blessés graves. Correspondant Gilles Rabine. Ils s'étaient endormis sans crainte hier soir. Leur immeuble avait été fouillé de fond en comble dans l'après-midi. Mais personne n'avait pensé que les terroristes allaient changer de méthode. Au lieu de miner les fondations du bâtiment comme à Moscou, ils ont utilisé un camion piégé qui s'est garé devant l'immeuble au petit matin à 6h moins le quart. 15 minutes plus tard, la charge explosait. Le bâtiment est éventré, mais il ne s'est pas effondré. 17 morts, dont 2 enfants, 175 blessés. Le bilan est lourd, mais moins qu'à Moscou. 286 victimes en 2 semaines. Je me préparais à partir au travail à 6 heures. J'étais dans la cuisine. D'un seul coup, le flash, l'explosion et les murs qui tombent. Là où était garé le camion piégé, il reste un cratère. Selon les enquêteurs, le véhicule contenait entre 300 et 500 kilos d'explosifs. C'était un immeuble anonyme dans un quartier pauvre de Volgodonsk, une petite ville industrielle comme il en existe des centaines en Russie. Une cible choisie précisément pour cela, faire des victimes anonymes et entretenir un climat de terreur dans un pays qui vit depuis le 31 août dernier au rythme sanglant d'un attentat tous les 4 ou 5 jours. Alors que se déroulaient dans la banlieue de Moscou les obsèques des victimes de lundi dernier, on apprenait que la police avait déjoué de justesse 6 autres attentats. Des bombes à retardement avaient été disséminées dans plusieurs bâtiments, réglées pour exploser à des dates précises jusqu'au 21 septembre. Une police et l'ancien KGB incapables d'enrayer cette vague d'attentats. Une opinion publique qui doute à haute voix de la piste officielle du terrorisme islamiste international. Un peuple russe qui se relevait à peine de la crise économique majeure de l'an dernier et qui ne croit plus en personne. Une province entière, le Daghestan, qui sombre chaque jour un peu plus dans une vraie guerre. On savait que cet automne et la fin de règne de Boris Eltsine s'annonçaient lourdes de danger, mais pas à ce degré-là. Et les services de sécurité russes multiplient aujourd'hui encore les annonces dans lesquelles ils indiquent avoir évité d'autres attentats. Et ils continuent de désigner comme responsables les rebelles islamistes du Daghestan ou de Tchétchénie. Dans cette région du Caucase, l'armée russe bombarde régulièrement les positions de la rébellion. Et l'on retrouve dans les revendications des attentats de ces derniers jours le lien entre ces bombes russes et ces actes terroristes. Commentaire Dorothée Lyrique. Aucune bombe des pilotes russes ne restera sans vengeance. La mort répondra à la mort. C'est par ces mots qu'un homme d'une mystérieuse armée de libération du Daghestan a revendiqué les attentats en Russie. Et c'est pour cela que Moscou désigne la piste islamiste. De son côté, Tchamil Bassayev, le chef de guerre tchétchène, nie toute implication dans ces attentats. Il se dit révolutionnaire, pas terroriste, et à 34 ans est considéré en Tchétchénie comme le Che Guevara du Caucase. Son combat crée dans la région une grande confédération islamique unie. La rébellion au Daghestan, il l'a menée avec cet autre chef de guerre, le commandant Ratab, personnage mystérieux d'origine jordanienne. L'homme, âgé également de 34 ans, propage le wahhabisme, ce courant islamiste radical. À des milliers de kilomètres de Moscou, les deux hommes ont déstabilisé la Russie, relançant les combats dans le nord du Caucase. Depuis le 5 août, quelques 4000 combattants islamistes sont passés de Tchétchénie au Daghestan. Les combats contre les forces russes ont fait des centaines de morts dans les rangs des islamistes comme dans ceux de l'armée russe.
Mais avec 20 000 soldats, les forces fédérales déployées dans la région sont bien décidées à mater cette rébellion. Au-delà de la guerre sainte, c'est toute une zone stratégique que se disputent les deux camps. Ce pays de montagne est une précieuse réserve de pétrole et de gaz naturel et il est aussi le point de relais de l'oléoduc qui relie Bakou à la mer Noire. Pour la Tchétchénie, s'approprier le Daghestan signifierait tripler l'étendue de son territoire et s'offrir un accès à la mer Caspienne. Pour stopper l'avancée islamiste, Moscou multiplie les raids aériens, y compris sur la frontière tchétchène, avec le risque de rallumer un conflit qui s'était achevé en 1996 avec 100 000 morts. Aux États-Unis, sur la côte Est, en Caroline du Nord et Caroline du Sud, ce sont plus de 2 600 000 personnes qui ont fui ces dernières 48 heures. L'ouragan Floyd présenté comme un véritable monstre. Certes, les conséquences de l'arrivée de l'ouragan sont déjà graves, mais il semble qu'il diminue d'intensité en remontant vers le nord. Explication Frédéric Dupuis. Une ville fantôme reprend vie sous le soleil. Mais la nuit dernière, la tempête, vitesse des vents 160 km/h, l'eau monte 80 cm. L'œil du cyclone Floyd vient de toucher terre. Pour certains habitants restés malgré l'ordre d'évacuer, l'ouragan a été moins violent que prévu. C'était une mauvaise tempête, l'ouragan Hugo était bien pire. Il y avait des rafales très importantes par moment. Mais le plus grave, c'était la pluie. C'est elle qui nous a emporté la cheminée. En touchant terre, l'ouragan s'est affaibli, mais Floyd a eu le temps de faire des dégâts. 500 000 personnes privées d'électricité, des milliers d'Américains sans logement. Et l'ouragan continue sa course vers le nord, en longeant la côte. Les bulletins météo se succèdent à la télévision, menaces d'inondations et de vents violents à Washington et à New York, où les écoles ont été fermées par précaution. En Virginie, la marine évacue en hâte ses navires. L'US Air Force, elle, replie ses F-15 dans les terres, vers l'Indiana. L'alerte reste maximale. Mais selon les dernières prévisions, Floyd pourrait repartir plus loin vers le large, où il devrait lentement mourir. Pour l'heure, l'inquiétude, les embouteillages du retour, 3 millions d'Américains doivent à présent rentrer chez eux. Nous allons rejoindre maintenant Étienne Lénart. Vous êtes en direct de Wilmington, c'est en Caroline du Nord, et c'est là que Floyd a pénétré sur le territoire américain. Quel est l'état des lieux ? Bien écoutez Claude, l'ouragan a effectivement touché les côtes de Caroline du Nord au niveau de cette ville où nous nous trouvons, Wilmington. Les météorologues avaient prévu qu'il arriverait ici. En revanche, comme on le disait, il a énormément perdu d'intensité. Il est passé du degré 5 au degré 2 sur l'échelle des ouragans aux États-Unis. Ce qui fait que ce matin, lorsque nous nous sommes rendus sur les îles qui bordent l'océan Atlantique, escortés par la police pour essayer de constater les premiers dégâts, eh bien un petit peu à la surprise générale, à la surprise des policiers, à la surprise des services techniques de la municipalité, les dégâts sont beaucoup moins importants dans cette ville en tout cas que ce à quoi on s'attendait. Des milliers de personnes sont certes encore privées d'électricité, elles sont privées de téléphone, mais rien à voir en tout cas avec les cyclones que l'on a connus ici les années passées, le cyclone Hugo, le cyclone Fram ou le cyclone Andrew. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour les dizaines de milliers de personnes qui étaient allées se réfugier à l'intérieur des terres. Elles vont maintenant avoir un autre problème, c'est qu'il faut revenir. Le couvre-feu était imposé ici jusqu'à 9-10 heures du matin, c'est-à-dire en milieu d'après-midi en France. Il vient d'être levé, les gens vont donc rentrer chez eux avec beaucoup d'embouteillages en perspective, mais la satisfaction de trouver leur maison pratiquement intacte. Merci Étienne, je rappelle que vous étiez en direct de Wilmington, c'est en Caroline du Nord. Niveau d'alerte également maximum à Hong Kong avec le passage d'un typhon apportant des pluies diluviennes et des vents très violents. Les communications ont été coupées, les transports, les bâtiments administratifs, commerces ou écoles fermés. Le bilan humain provisoire est de 1 mort, 1 disparu et 466 blessés, mais il y a beaucoup de dégâts matériels. En Algérie, c'était ce jeudi une journée test pour Abdelaziz Bouteflika, le président de la République, qui appelait ses concitoyens à voter en faveur d'une loi de concorde civile. On ne connaît pas encore le taux de participation, mais le résultat favorable à M. Bouteflika ne fait aucun doute. Il semble bien, selon nos envoyés spéciaux, Thierry Tuillier et Christian Autain, que le climat politique a déjà changé en Algérie. Tout est lié à la personnalité du chef de l'État. Enquête en pleine journée électorale à Bentala et dans la Casbah d'Alger. Il y a encore peu, la basse Casbah était un coupe-gorge où les groupes armés faisaient régner la terreur. Parmi les repentis récemment libérés, beaucoup sont revenus vivre ici. Mais la peur a apparemment disparu. Dans ce bureau de vote réservé aux femmes, le oui l'emportera largement. J'ai été menacée, mais je peux cohabiter. Parce que le nouveau président, il leur a donné une chance.
Abdelaziz Bouteflika a, semble-t-il, convaincu les rares électrices rencontrées cet après-midi et les assesseurs des bureaux de vote. Tous habitants de la Casbah, ou plus qu'ailleurs, les victimes appartiennent aux deux camps, islamistes et forces de sécurité. Je veux que tout le monde reste à la maison avec honneur. Je veux que tous les Algériens la tête haute. Il n'y a pas celui qui lève la tête et celui qui la descend. Parce qu'on a tous souffert. Ce sont tous nos enfants. Autre lieu de souffrance, aux portes d'Alger cette fois. Bentala a vécu en octobre 1997 une nuit de cauchemar, le massacre de plusieurs centaines de ses habitants. Après la perte de sa mère et de ses 4 sœurs, Fouad a pris les armes pour tenter de se venger. Depuis l'État l'a désarmé, la concorde civile, il est bien obligé de s'y faire, plus par lassitude que par choix. Il faut qu'on oublie tout. Mais l'oubli, hein, c'est pas facile. Et vous pourrez leur parler à ces gens-là? Jamais. Jamais. J'ai rien à dire à ces gens. Même si le oui l'emporte largement, la réconciliation est loin d'être acquise. Une partie de la société algérienne, victime des groupes armés, ne veut pas oublier. Il faudra donc, comme le souhaite Abdelaziz Bouteflika, réapprendre à vivre ensemble pour que la paix soit autre chose qu'un simple slogan. En Indonésie, au Timor oriental, les parachutages humanitaires ont déjà commencé. Mais la ville de Dili, la capitale, est complètement détruite et le président Clinton a souhaité que le déploiement de la force de paix soit rapide pour rassurer les centaines de milliers de réfugiés. Concernant la participation de la France à cette force de paix, une frégate de surveillance de la Marine nationale est déjà arrivée sur place. Des préparatifs de transport aérien étaient en cours aujourd'hui sur la base d'Orléans. Et puis à Toulon, on préparait l'appareillage demain d'un transport de chalands de débarquement. Malgré les démentis du groupe sud-coréen Daewoo, le personnel des usines de Meurthe-et-Moselle et de Moselle de cette société, qui produit des micro-ondes ou des téléviseurs, entre autres, est très inquiet. La crainte est grande, en effet, de faire partie d'un plan de fermeture international permettant à Daewoo de diminuer son surendettement. Aujourd'hui, les salariés des usines de Lorraine manifestaient. Reportage Christine Boss et Sylvain Gauthier. En guise de grande manif pour l'emploi, il n'était qu'une poignée de Daewoo, à peine 10% des salariés, à crier ce matin leur inquiétude devant la préfecture de région pour demander des comptes au pouvoir public. On ne veut pas se retrouver au chômage, on veut rester Daewoo, on veut travailler pour Daewoo. Ou même pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un est intéressé par l'entreprise, qu'il le fasse connaître. Mais nous, on ne veut pas finir comme JVC ou Panasonic. Ça, il faut qu'ils se le disent. Depuis des mois, les 1200 salariés des 3 sites lorrains de Daewoo vivent au rythme des incontestables difficultés financières du conglomérat sud-coréen qui alimente toutes les rumeurs. Un repreneur américain s'est fait connaître mais tarde à signer et l'inquiétude monte d'un cran. Daewoo a quand même dit, au bout de 3 mois, si on n'a pas de solution, nous on partira. Donc il y a tout lieu de penser que Daewoo, c'est vrai, n'est pas là pour très longtemps, quoi. Aujourd'hui, plus de démentis catégoriques, les pouvoirs publics se veulent tout juste rassurants. Je reste tout à fait confiant sur la possibilité de trouver des solutions qui ne seront pas malheureusement forcément la garantie de la totalité des emplois, mais il faut en préserver le maximum et le gouvernement se bat pour ça. Un signe peut-être, les Coréens sont sortis de leur réserve habituelle pour venir à la rencontre des manifestants et des médias. Nous avons répété depuis longtemps, nous n'allons pas partir. Mais tous les jours, on a répondu à sa question, mais les médias, ils parlent tout le temps, ils disent vont partir, mais on n'a jamais dit ça. Les salariés de Daewoo attendent d'être fixés sur leur sort, une attente difficile qui pourra prendre plusieurs semaines. À Orléans, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France s'est réunie en congrès, une fédération qui regroupe 213 000 personnes volontaires et professionnels sapeurs-pompiers. En parallèle de ce congrès, un mot d'ordre de grève illimité a été lancé par 3 organisations syndicales de pompiers professionnels. Les syndicats réclament la retraite à 50 ans, comme les policiers, pour faciliter l'embauche des jeunes. Cet appel à la grève générale dans les casernes de France est uniquement administratif, bien sûr. Mais c'est l'occasion pour les pompiers, comme ceux de Dunkerque, où Anne Mourgue et Dominique Mas pour France 2 ont effectué leur reportage, de rappeler leurs conditions de travail difficiles. 15 heures, juste devant le centre de secours. Un accident de voiture, 2 blessés légers. Pour le sergent Pascal Joly, la 8e intervention de la journée. Je l'ai vu arriver. Sur le long terme, c'est vraiment usant. Le plus usant, c'est surtout les départs la nuit.
Parce que quand nous partons la nuit, c'est souvent aussi des accidents très graves ou des incendies qui sont déjà bien entamés et où là il faut aller encore plus vite de façon à pouvoir sauver les vies. 41 nouveaux bancs, on acquiert fuite de gaz. Ici, une vingtaine de pompiers en permanence, pour une vingtaine d'interventions par jour. Parfois des gros feux, mais le quotidien est souvent moins pittoresque. Feu de car, accident de circulation, nid de guêpe, ça c'est le matériel menaçant de tomber sur la voie publique. Accident de circulation, malaise, des petites choses, mais très variées. Voilà, c'est ça. Et pas uniquement des feux. Non, des feux on en fait beaucoup moins que les ambulances, beaucoup moins. Pendant 24 heures, non-stop, Pascal Joly porte secours. Début de soirée, la vieille dame victime d'un malaise s'est relevée avant même l'arrivée des pompiers. Une intervention pour rien. Au fil des ans, malgré l'entraînement, tous le reconnaissent, la forme physique s'émousse. À 50 ans, et plus de 50 ans, on est plus apte à monter à des hauteurs de 32 mètres sur une échelle, prendre quelqu'un sur notre dos, redescendre et remonter. C'est un exemple. Les sauvetages par l'échelle, c'est quelque chose quand même de courant en intervention. On a une moyenne d'âge d'au moins 45 ans national. Dans une dizaine d'années, tous les sapeurs-pompiers auront entre 50 et 55 ans. On a vu ça 10 ans à l'avance. C'est aujourd'hui qu'il faut faire parce que demain, on ne pourra plus assurer le service public. Il est maintenant 22 h, nouvelle alerte. Voiture retournée sur la VP, aucune personne tombée à l'eau. Recherchés par la police, les occupants de la voiture ont pris la fuite. Pour les pompiers de Dunkerque, la nuit ne fait que commencer. Dans la Marne, en pleine exposition agricole et concours international de labour, le président de la République s'est adressé aux agriculteurs français, leur promettant une attitude offensive lors des prochaines grandes négociations commerciales internationales et dénonçant au passage toute tentative hégémonique américaine. Reportage Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chaussé. Des pommes de terre, de la tome fraîche et surtout le coup de main. Le savoir-faire et la qualité française sont ici revendiqués à tous les stands. Et on s'étouffe quand on évoque la taxation à 100% du foie gras par les Américains. Chez eux, ils ont de la mauvaise bouffe. Ici, on en a de la bonne. Non. Ils sont jaloux. Tartine pour tartine, le président de la République paye de sa personne. La grogne des agriculteurs sur fond de refus de la viande aux hormones ou du maïs transgénique en provenance des États-Unis, Jacques Chirac veut la reprendre à son compte. La question est de savoir si, au nom de la libéralisation des échanges internationaux, on peut imposer à des pays d'importer et de commercialiser des produits dont leurs peuples ne veulent pas, compte tenu des risques qu'ils présentent. La liberté des uns ne doit pas s'exercer au détriment de la liberté des autres. Mais au pied de l'estrade, les agriculteurs américains affichent leur compassion pour la prudence française. Je pense que les Français sont plus lents à évoluer. Les Américains, eux, s'adaptent beaucoup plus vite. À 2 mois des négociations sur le commerce mondial qui vont s'engager avec les États-Unis, le président de la République veut donc se poser une fois de plus comme le défenseur des intérêts des paysans français. Mais voilà, les négociations se mèneront en novembre au niveau gouvernemental. Et demain, c'est Lionel Jospin qui inaugurera ici la compétition des labours. La compétition au sommet de l'État est-elle déjà bel et bien engagée? Et puis sur ce thème de la malbouffe, dès ce soir sur France 2, après cette édition d'Envoyé spécial, nous proposerons une enquête passionnante, je crois, chez Monsanto. C'est le géant américain de la chimie qui possède le plus gros laboratoire des sciences de la vie et des capacités de modification génétique, vous le verrez, impressionnantes. Lors des assises nationales des déchets qui viennent de se tenir à La Baule, en Loire-Atlantique, la ministre de l'Environnement a évoqué une politique écologique pour éviter les montagnes de déchets et les pollutions de terrain. Et il faut savoir que sur 500 000 installations agricoles ou industrielles classées en France, 70 000 sont soumises à autorisation et l'objet de surveillance effectuée par des inspecteurs spécialisés. Le travail de ces inspecteurs est essentiel lors des opérations de dépollution des sites. Ainsi, celui effectué dans l'Essonne, sur un terrain qui fut pendant plus de 40 ans pollué par des déchets industriels. Pour France 2, Hélène Vergne et Éric Delagneau ont assisté aux travaux techniques de dépollution. Voici le plus grand chantier de décontamination de France. Ancien site industriel, véritable usine fantôme qui fut le théâtre d'une des plus scandaleuses pollutions de notre pays. Yves Bouleg est un habitué de ce genre de lieu.
Cet inspecteur des installations classées est le gendarme des activités polluantes. C'est l'ancienne unité de distillation des entreprises Gerber qui constituait vraiment le cœur de l'activité. Il s'agissait de récupérer des solvants usagés, de les régénérer par distillation afin de les recycler. Mais cette activité générait des déchets. On a retrouvé à Sermaize 3700 fûts. Il a fallu une année de travail pour les extraire du sol et réaliser que 13 000 tonnes de terre étaient contaminées, chargées d'hydrocarbures et de solvants. Pour nettoyer le site, l'État a fait appel à une des technologies les plus modernes. Une machine à laver la terre, unique en Europe. Il s'agit de mettre en contact des terres polluées par une pollution organique avec un solvant qui extrait cette pollution. Les terres traitées, éliminées du solvant, éliminées de la pollution organique sont récupérées en sortie et le solvant est recirculé et régénéré. Surveiller la dépollution de ces terres, c'est le rôle de l'inspecteur. Il est chargé également de vérifier que les rejets de la machine sont conformes, mais les résultats n'effacent pas totalement les risques. La question est de savoir quelle activité pourrait s'installer sur ce type de site. On imagine mal une école maternelle, on imagine encore moins des champs de pommes de terre. Pour préserver la santé humaine, seule une autre activité industrielle sera autorisée à s'installer à Sermaize. La décontamination du site, à la charge de l'État, a coûté 100 millions de francs. Le procureur de la République de Saint-Malo a annoncé en fin d'après-midi que le sang prélevé dans la maison et la camionnette d'Yves Godard est bien celui de Madame Godard. Yves Godard, c'est ce médecin du Calvados, disparu depuis 2 semaines avec sa famille à bord d'un voilier de location. L'enquête policière soupçonnerait M. Godard du meurtre de sa femme. Reportage Patrick Fandiot et Laurent Chemla. Ce n'était plus un secret et tout à l'heure, le procureur de la République de Saint-Malo a confirmé ce dont tout le monde se doutait à propos des traces de sang retrouvées au domicile de la famille Godard. Le sang prélevé au domicile de Tilly-sur-Seulles ainsi que dans le véhicule découvert sur le parking du port provient de Madame Godard. Le procureur n'en sait pas plus ou n'en dira pas plus, mais un fort soupçon de meurtre pèse de plus en plus sur le docteur Godard. Après une dispute encore inexpliquée avec son épouse au cabinet médical, c'est dans leur maison que les enquêteurs trouveront ces traces de sang. Le départ de la famille semble précipité. Leur voisine est la dernière à les avoir vus sortir du petit hameau. Monsieur Godard attendait dans son fourgon pour me dire qu'on part pour quelques jours. Voulez-vous jeter un petit coup d'œil, comme il me disait habituellement quand il partait. Vous avez remarqué que sa femme était à ses côtés? Il était tout seul au volant. La fourgonnette prend alors la direction du port de Saint-Malo. Le docteur Godard avait prévu 15 jours auparavant d'y effectuer une sortie en mer. Après quelques courses, il embarque à bord du Nick, un monocoque de ce type équipé d'une radio VHF et d'appareils de navigation. Un voilier qui peut s'évanouir dans la nature si le navigateur le décide. S'il n'a pas de balise de déclencher, s'il ne veut pas se faire repérer, il peut être complètement invisible. S'il ne passe pas à proximité de radar ou n'importe quoi, il peut être complètement invisible. Ouais. Lors d'un contrôle de routine au lendemain du départ, un douanier n'a vu à bord qu'un des 2 enfants, mais pas l'épouse. Plus tard, le canot de sauvetage du voilier a été retrouvé ainsi que le chéquier du médecin. Depuis, plus aucune nouvelle du docteur Godard, excellent navigateur, qui a bien pu rejoindre après 15 jours n'importe quelle destination dans le monde. Patrick Balkany, ancien député RPR de Levallois-Perret, a quitté libre le palais de justice de Nanterre hier soir. Il a été mis en examen pour détournement de fonds publics. Il va pouvoir faire valoir ses droits. À Genève, la justice a lancé un mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires français André Guelfi, baptisé Dédé la Sardine, à la suite d'une plainte déposée par le groupe ELF. André Guelfi, qui s'est installé à Malte, au vu et au su de tout le monde, est maintenant recherché pour escroquerie. Le montant des commissions occultes qui auraient été encaissées serait de plusieurs centaines de millions de francs. Commentaire Agnès Varamian. Je suis un intermédiaire de luxe. Moi, je voyage qu'en avion privé, je descends dans les hôtels confortables pour pouvoir téléphoner et recevoir les ingénieurs que j'amène avec moi. Alors ça, c'est à me rembourser des consignes de protocole. Et ensuite, j'exige un pourcentage d'au moins 5%, des fois 8. Gagner de l'argent avec son carnet d'adresses, voilà le métier d'André Guelfi, 78 ans. Cet homme d'affaires d'origine corse fréquente des chefs d'État et pour Elf,
il était devenu indispensable. Négociation de forage pétrolier et en décembre 92, après le rachat d'une raffinerie en Allemagne, Elf lui demande même de prêter ses comptes bancaires. Plus de 250 millions de francs transitent ainsi de Elf vers un paradis fiscal via la Suisse. Des intérêts de cette somme, André Guelfi, selon la justice, aurait gardé 13 millions de francs, ce qu'il nous a démenti tout à l'heure par téléphone. Je n'ai pas gardé un centime sur l'opération qui est rentrée. Dans le cas particulier, cet argent qui est venu, c'est de l'argent venu par des sociétés connues comme Elf. Il est rentré sur instruction d'Elf, il est reparti sur instruction d'Elf, et c'est tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai rien fait d'autre. Selon ses avocats, André Guelfi n'aurait reçu aucune convocation du magistrat. L'intermédiaire se dit donc stupéfait de ce mandat d'arrêt international et prêt à se rendre chez le juge suisse. Du sport, du football, en Coupe de l'UEFA, Lens affrontait cet après-midi l'équipe du Maccabi de Tel Aviv en Israël. Ils ont fait match nul 2-2. Vous avez vu le premier but marqué par Sako, le Lensois. Et puis ensuite, les Israéliens sont revenus au score. Et le deuxième but de Lens a été marqué à la 56e minute par Job. Et puis il y a une égalisation israélienne à 10 minutes de la fin du match. Donc 2-2 entre Lens et le Maccabi de Tel Aviv. Match disputé, terminé il y a quelques minutes. Et puis Christophe Dugarry, mis hors de cause par la commission de dopage de la Fédération française de football, le champion du monde, équipier de l'Olympique de Marseille, avait été contrôlé positif à la nandrolone, mais les conditions du contrôle n'étaient pas régulières. Commentaire Denis Guérin avec Bernard Appet. Soulagé Christophe Dugarry, le Marseillais ne sera pas suspendu par la Fédération française de football. Quelques instants plus tôt et après 2h30 d'audience, le président de la commission de dopage s'est contenté de ces quelques mots. Les opérations de contrôle et la procédure suivie sont nulles et sans effet. C'est donc la fin d'une affaire qui remonte au 30 avril dernier. Ce jour-là, Dugarry est contrôlé positif à la nandrolone à l'issue du match Marseille-Lyon. Les avocats du joueur font alors valoir une faille dans la procédure. Le médecin chargé du contrôle n'était pas assermenté par le ministère des Sports. Un vice de forme suffisant pour que l'affaire soit classée. Il y avait beaucoup trop d'incertitudes et de régularités pour qu'on puisse me sanctionner. N'importe quelle commission, lorsqu'il y a un doute, vous innocente. Là, il y en avait plusieurs, il y en avait même énormément. Donc elle a pris là une décision, je pense, qui est logique et normale. Blanchi sur la forme, Christophe Dugarry n'a pas obtenu réparation sur le fond. Des traces de stéroïdes anabolisants ont bien été détectées dans ses urines. Cinéma, la semaine prochaine, sortie sur les écrans du film réalisé par Diane Curis, Les Enfants du siècle. Le siècle, c'est le 19e. Les enfants, ce sont Georges Sand et Alfred de Musset, déjà célèbres. Et ils vont éprouver une passion amoureuse violente. Alfred de Musset est joué, très bien joué, par Benoît Magimel. Georges Sand, c'est Juliette Binoche, que nous retrouverons dans quelques instants. Après cette présentation de Pascal Deschamps, Frédéric Pasquette et Valérie Criton. Une femme dans la tourmente du siècle, une femme face au tourment de l'amour. La réalisatrice Diane Curis s'est intéressée à la rencontre peu ordinaire de deux jeunes gens exaltés combattant l'hypocrisie la plume à la main, Georges Sand et Alfred de Musset, dont les amours houleuses vont défrayer la chronique. J'ai envie de vous embrasser devant tous ces gens. Non, rassurez-vous, je ne le ferai pas. Je sais bien que c'est impossible. Elle fume le cigare, porte des vêtements et un prénom d'homme. Lui court les bordels pour échapper à l'ennui. Ensemble, ils vont vivre une passion dévastatrice, faite d'admiration et de jalousie mêlée. Je t'ai connu odieux, mais vulgaire encore jamais. C'est toi qui es vulgaire, comme tes romans. Est-ce qu'il est capable d'aimer? Est-ce qu'il est capable de bonheur? Il dit qu'il n'est capable que de souffrir. Elle est capable que de bonheur. Donc ces deux êtres-là sont très opposés. C'est peut-être pour ça qu'ils s'attirent. Face à Georges Sand, on découvre un Musset coureur de jupons et bourré d'opium, réfractaire à toute stabilité. Tel une star du rock'n'roll au sommet de sa gloire, il brûle sa vie à chaque instant. Et puis on est impressionné par toutes ces facettes, toutes ces couleurs, par tous ces excès. Je crois qu'on peut tous se retrouver en lui, simplement chez lui, tout est poussé, tout est multiplié par 100, par 1000. Loin des reconstitutions historiques poussiéreuses, les enfants du siècle nous entraînent sur les traces de deux révoltés d'une incroyable modernité. Sand est la première qui se lève et qui dit il faut abolir l'esclavage dans les pays d'Afrique. C'est la première.
Il n'y en a pas eu avant. Donc elle nous a tracé une voie royale, hein, George Sand. On est toutes des petites filles, des arrière-arrière-petites filles de George Sand. Arrière. Juliette Binoche, bonsoir. Vous considérez effectivement comme une descendante de George Sand? Ah oui, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et vous vous êtes retrouvée comment par son féminisme, cet engagement Son besoin de liberté, je crois, qui, au-delà de tout nom et case qu'on peut donner à quelqu'un, c'est vrai que ce qui les différencie, je regardais votre petit reportage, ce qui les différencie et ce qui les rapproche, évidemment, c'est l'art, c'est l'idéal qu'ils ont en eux, l'amour qu'ils ont en eux, mais aussi Musset écrivait, il avait besoin de ses états d'âme pour écrire, et elle écrivait quel que soit l'état de son âme. Et c'est deux formes de travail et de pensée qui peuvent se rejoindre, mais au quotidien qui s'affrontent. Ah, quand même, c'est une petite bourgeoise de province, elle a quitté son mari et elle est fascinée par ce type qui est totalement dépravé. Il y a aussi deux personnalités très violentes, non ? C'est pas une petite bourgeoise de province, elle est provinciale, mais elle a été éduquée dans une atmosphère d'art, puisque sa grand-mère c'était une adepte de la peinture, de la musique, de la littérature et de Voltaire, et George Sand, elle était empreinte de Jean-Jacques Rousseau. Donc elle avait la révolte en elle, et sa grand-mère était une révoltée aussi. Donc elle est arrivée à Paris, c'est vrai, provinciale, mais à la fois avec une soif de communication, une soif de réalisation d'elle-même, et elle est venue avec beaucoup plus de force que les Parisiens eux-mêmes. Alors, l'interprétation que vous donnez de George Sand, moi, m'a surpris, parce que j'avais plutôt l'impression, souvenir de littérature, c'est une femme moins sensuelle, moins douce, moins capable quasiment de s'humilier lorsque George Sand va s'humilier devant la porte de son amant. C'est terrible. Vous avez effectivement essayé de lui donner une sensualité plus forte, ou pas ? Je crois que dans l'amour, comme elle s'est engagée, à ce moment-là, on n'a plus de limites. Elle a été au-delà de ses limites, et c'est ce qui fait que c'est si touchant de voir deux êtres se plonger à bras-le-corps comme ça, sans bouée, sans avoir l'idée du lendemain. Et c'est ce qui fait la force de leur relation et leur amour exceptionnel. Les lettres qu'ils échangent sont de toute beauté et peuvent nous donner à nous aujourd'hui l'envie d'écrire. Mais c'est de toute beauté, mais c'est à l'unisson de l'extrême violence qu'il y a quelquefois entre eux. Il y a des scènes terribles entre vous. Oui, mais ce sont des idéalistes qui sont confrontés à un quotidien. Et c'est vrai qu'entre l'art et la réalité, on a des difficultés, on a des douleurs, des souffrances. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment de jalousie de créateurs entre eux ? Est-ce que Musset va être flamboyant, et George Sand va faire, je crois, 80 romans? Elle n'aura pas cette espèce de flamboyance dans la célébrité. C'est une des premières femmes à travailler, à gagner sa vie avec l'art d'écrire. Musset n'avait pas besoin d'argent, il avait la famille derrière. Et c'est vrai que c'est une conception différente. George Sand ne relisait pas ses romans. Il fallait aller vite, gagner le plus vite possible de l'argent pour tenir une maison, des enfants, et puis être généreuse comme elle l'a été. Mais ils avaient une conception de travail différente. Mais il n'empêche que les lettres d'un voyageur, Histoire de ma vie, le journal intime et la correspondance de George Sand sont uniques et sont des chefs-d'œuvre en soi. C'est vrai que Musset, par les pièces de théâtre, On ne badine pas avec l'amour, Lorenzaccio, évidemment, Confusion d'un enfant du siècle, sont des livres aussi de passion et sur l'âme humaine. Hein, donc et qui marque bien l'actualité de ce siècle-là. Mais en même temps, bon, elle est féministe, Diane Curis disait, précurseur, féministe, en même temps, elle ne fait pas de politique. Ah si, elle a fait beaucoup de politique. Elle avait une pensée très claire. Non, mais parce qu'elle l'a pas été encore. C'est au début de George Sand. Elle n'est pas encore George Sand, elle est en train de devenir, on voit le démarrage d'une femme. Parce qu'avant, elle était mariée avec 2 enfants, elle est partie, elle a trouvé un compromis avec son mari, venir 6 mois à Paris et 6 mois en province, jusqu'au moment où elle a commencé à travailler comme journaliste. Elle est allée dans les premières au théâtre, et il fallait être un homme pour aller aux premières de théâtre. Parce que et le film n'est pas à cette période, le film c'est avant tout cette passion amoureuse entre les deux. C'est avant tout cette bataille. Et c'est d'autant plus surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'une féministe comme elle aurait pu refuser. C'est pas une féministe, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas féministe, non, elle a un besoin de liberté. Aujourd'hui, on peut l'appeler féministe, mais à l'époque, c'était pas une féministe. C'est une femme qui avait une révolte en elle et qui avait besoin
liberté dans un mariage confiné avec le code napoléonien qui est pas mince. Hein, et elle nous a, c'est vrai, comme dit Diane Curis, ouvert une voie royale pour le... Mais l'idée du droit de vote, par exemple, elle l'a eu à ce moment-là, ce qui est quand même insensé parce qu'on l'a vécu, nous, beaucoup plus tard. Ouais. À chaque fois que vous interprétez des personnages, vous gardez quelque chose de ces personnages ensuite pour plus tard, comme expérience, à la fois expérience personnelle ou expérience d'actrice. Quand on donne, on a toujours quelque chose en retour, bizarrement. Et c'est vrai que la préparation, ça a été pour moi un itinéraire amoureux et une passion, parce que quand on lit sur des gens passionnants, on devient soi-même passionné. Et plus je la découvrais, plus j'avais envie de la lire, hein, et de connaître qui elle était. C'est un tout, elle a été énormément de choses. Donc, moi, j'ai joué qu'une partie d'elle, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Eh bien, écoutez, je dois vous dire qu'on a été passionnés, en tout cas moi j'ai été passionné par ce film. Il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. Il y a un CD, c'est la musique originale de Louis Bascalov, c'est Les Enfants du siècle. Il y a une exposition au musée de la vie romantique, puis il y a un très beau livre aux éditions de La Martinière, Sans des Musset. Voilà, j'ai tout montré. Les lettres d'amour, des échanges qui sont de toute beauté, qui donnent envie d'aimer en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Le nouvel attentat commis en Russie à Volgodonsk, au sud-ouest du pays. Depuis le 31 août, 292 personnes ont été tuées dans ces actions terroristes attribuées par les autorités russes aux rebelles islamistes du Caucase. Et puis l'ouragan Floyd, qui a abordé la côte est des États-Unis, diminue d'intensité, mais plus de 2 600 000 Américains ont fui leurs habitations. La météo, c'est juste après cette édition avec Sophie Davant, le point route de Valérie Maurice, et puis envoyé spécial avec donc ce document sur l'or vert, c'est-à-dire les industriels de la pharmacie, de l'agroalimentaire qui se livrent à des manipulations génétiques et préservent dans des laboratoires secrets leur découverte de biotechnologies souvent inquiétantes. À 0h55, le journal avec Florence Duprat, et puis demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Madame Catherine Trottmann. À 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler, Rachid Arabe, et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.